Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 17 novembre 2025 et notre ami, le colonel Jacques Baud, est avec nous. Bon retour parmi nous, colonel. Merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. Je suis heureux d'être de retour parmi vous. Bonjour. Veuillez vous abonner et cliquez sur le bouton j'aime. Cela nous aide à toucher plus de monde. Et Carl, la semaine dernière, tu es allé en Suisse. Tu y as eu une exposition. Parle-nous de ton exposition. De quoi s'agissait-il? Eh bien, c'est une exposition où je présente en fait ma propre collection. D'armes et d'artefacts issus de la guerre clandestine pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est donc une immense exposition présentant plus de 500 objets, armements, instruments de sabotage, documents, cartes et ainsi de suite. Elle porte sur le soutien apporté par les services de renseignement suisses pendant la Seconde Guerre mondiale aux services alliés, à savoir le SOE, le Special Operations Executive et l'OSS. Vous savez, l'OSS, le prédécesseur de la CIA, était basé en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Son quartier général européen se trouvait à Berne, la capitale. Le poste de commandement opérationnel de l'OSS était installé dans une maison proche de celle où j'habitais lorsque je vivais à Berne. Et c'est une histoire vraiment fascinante, celle de cette coopération entre services de renseignement contre le nazisme. Et personne, je veux dire de nombreux historiens ont écrit à ce sujet, mais il n'y a jamais eu d'exposition consacrée à cela. J'ai donc décidé de confier ma collection au musée militaire de Morges. Morges est une petite ville située entre Genève et Lausanne, sur le lac Léman, en Suisse. C'est un endroit très agréable d'ailleurs, très agréable à visiter. Le paysage est magnifique. Le musée se trouve directement au bord du lac, dans un vieux château médiéval. C'est un musée militaire qui dépend du ministère suisse de la Défense. Et ils ont accueilli cette exposition pour une durée d'1 an. Elle a ouvert la semaine dernière et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année prochaine. Cette exposition porte précisément sur le travail du renseignement suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, essentiellement. Je veux dire évidemment avec l'OSS, le SOE. Tout cela est documenté. Il y a beaucoup de documents très intéressants qui sont fournis. Donc, en essence, c'est ce que j'ai fait. Il y a un livre derrière moi. Il est écrit en français, pour l'instant, mais il sera traduit. Pour les visiteurs venant de l'étranger, il existe de petits guides pour l'exposition. Tout est traduit en allemand et en anglais. Je suis pas sûr pour l'italien, mais tout est au moins en français, en anglais et en allemand. Pour ceux qui souhaitent visiter, toutes les explications et descriptions des objets, l'histoire et tout le reste sont traduites en plusieurs langues, afin que tout le monde puisse, enfin, cela a été conçu pour accueillir également les visiteurs étrangers. Vous êtes donc les bienvenus pour visiter. C'est une très belle exposition, très intéressante. Je pense qu'elle découle aussi de quelque chose de plus profond, et c'est vraiment la raison d'être de cette initiative. Au-delà de l'intérêt purement historique, vous savez sans doute qu'il y a environ 30 ans, la Suisse a fait l'objet de nombreuses critiques à cause de la question de l'or juif et de la prétendue coopération avec le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est assurément un aspect de l'histoire, et je ne le conteste pas, mais je voulais aussi montrer une autre facette du rôle de la Suisse durant cette période. Et encore une fois, c'est discutable. Mais mon point de vue personnel est que puisque la Suisse était fortement engagée dans des accords secrets avec les Alliés, elle a également dû faire certaines concessions aux Allemands. C'est ainsi que je le vois. Et c'est aussi l'avis de nombreux historiens. Mais il y a 30 ans, personne ne parlait du rôle de la Suisse dans le soutien au mouvement de résistance.
Il y avait donc une sorte de vision déformée du rôle de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, je ne remets pas en cause ce que d'autres ont écrit sur la coopération avec les Allemands. Elle a certainement eu lieu. Je ne suis simplement pas sûr qu'elle ait eu lieu dans la mesure décrite, mais c'est mon opinion personnelle. Mais je ne remets pas cela en question. Je voulais simplement offrir non pas une autre vision, mais un autre aspect, un autre angle, exactement. Il s'agit simplement de considérer l'histoire sous un autre point de vue. Car comme pour tout, on ne peut pas porter un jugement en se basant sur un seul côté. Il faut examiner les deux. Et je pense que c'est précisément le but de tout cela. Donc si l'on prend le livre par exemple, il contient de nombreuses cartes et des descriptions détaillées des objets. Désolé, je vais m'arrêter un instant ici. Tous les différents objets sont décrits de manière assez approfondie. C'est un ouvrage de référence qui sera également vendu en librairie, pas seulement au musée, même si on peut bien sûr l'y acheter. Voilà un peu ce que je faisais la semaine dernière. C'est pour cela que je n'étais pas avec vous. Mais c'est intéressant car nous en parlerons sans doute. Nous avons eu une certaine couverture médiatique. Les journalistes qui sont venus ont été assez impressionnés et nous avons obtenu une excellente couverture de la presse française. Lorsque l'écrivain est venu, le journaliste a apparemment rédigé un très bon article, mais il a été refusé par le comité de rédaction parce qu'il était trop favorable aux Alliés. On voit bien qu'il existe encore une compréhension complètement faussée. D'abord du travail scientifique, puis du travail historique. Et c'est quelque chose qui continue d'influencer la manière dont nous percevons les conflits aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes incapables, et les médias en particulier, d'avoir, je dirais, une compréhension scientifique des conflits. Tout est toujours mêlé de jugements, avec cette idée qu'il faut condamner un camp ou l'autre, au lieu de regarder les événements tels qu'ils sont, d'essayer de les comprendre, d'essayer de comprendre qui a fait quoi, pour quelles raisons, et tout cela. Au lieu de cela, nous inventons, littéralement. C'est très clair quand on regarde, par exemple, l'Ukraine, où nous inventons littéralement les objectifs russes pour l'Ukraine. C'est quelque chose qui sort de nulle part. Les Russes n'ont jamais dit les choses qu'on leur prête, et ensuite, nous diffusons l'idée que les Russes veulent attaquer l'Europe, et ainsi de suite. C'est donc une approche de l'histoire et des événements actuels qui, à mon avis, est extrêmement troublante, car j'étais habitué, en tant que membre de la communauté du renseignement, à adopter une méthode véritablement fondée sur les faits. Et c'est précisément ce dont parle mon exposition, une approche basée sur les faits. Il ne s'agit pas de chercher à propager une idéologie ou quoi que ce soit de ce genre, c'est simplement fondé sur les documents. Et j'ai beaucoup de documents vraiment uniques qui montrent littéralement comment les services suisses ont travaillé avec l'OSS. Par exemple, l'officier de l'OSS, Alan Dulles, qui est ensuite devenu directeur de la CIA, était basé à Berne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons beaucoup de documents. J'ai des documents originaux dans l'exposition. Donc encore une fois, je n'essaie pas d'idéologiser la guerre, ni de propager une idée ou quoi que ce soit de ce genre. Je présente simplement des documents que personne ne voulait voir ni exposer auparavant. J'ai fait cela pour donner au public une compréhension plus complète de l'histoire. J'y suis resté une semaine, ce qui m'a permis de rencontrer des visiteurs et de discuter avec eux. Ils étaient extrêmement reconnaissants d'avoir cette perspective. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que des visiteurs suisses. Nous avions déjà des gens venus de l'étranger. Ils étaient très reconnaissants d'obtenir cette vision plus large de l'histoire, pas seulement ce que disent les médias.
Si j'en suis arrivé là, je pense que mon objectif est atteint. C'est donc une bonne chose. Oui, très bien. C'est bon à savoir. Colonel, vous parlez des faits. Nous avons eu une résolution de l'ONU pour condamner le nazisme et le néonazisme à l'Assemblée générale des Nations unies. Voici la liste des pays qui ont voté pour et de ceux qui ont voté contre. En regardant la carte, on voit que tout l'Occident a échoué à condamner le nazisme. Que se passe-t-il? Vous avez mentionné l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous savons ce qui s'est passé à cette époque. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Occident pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne condamnent pas le nazisme? Eh bien, c'est un vote très intéressant. Tout d'abord parce que ce n'est pas le premier de ce genre. Je veux dire, la Russie propose ce sujet au vote chaque année, en fait. C'est ainsi depuis la fin de la guerre froide, peut-être même avant, je ne me souviens plus exactement quand cela a commencé. Mais en gros, chaque année, la délégation russe propose plus ou moins le même texte. C'est une condamnation non seulement du nazisme, mais aussi des expressions actuelles du nazisme, y compris le néonazisme et ses diverses formes, comme la discrimination raciale et tout cela. Et depuis des années, c'est aussi très intéressant, il n'y avait que 2 pays qui votaient contre cette résolution. C'était les États-Unis et l'Ukraine. Pendant des années, ces 2 nations étaient les seules, enfin, peut-être quelques petits États du Pacifique qui répètent ce que disent les États-Unis puisqu'ils sont financés par eux. Mais, en gros, c'était les États-Unis et l'Ukraine. La justification américaine pour voter contre la résolution repose sur la liberté d'expression. Et c'est une raison que je peux comprendre. Je peux comprendre cela. En ce qui concerne l'Ukraine, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la raison pour laquelle elle a voté ainsi. Car évidemment, cela va à l'encontre de... Enfin, pas que l'Ukraine soit un gouvernement nazi. Mais le problème, c'est que l'histoire de l'Ukraine est complexe. Et c'est quelque chose que j'ai décrit dans mon autre livre, Les guerres du Covid en Ukraine. J'ai essayé d'expliquer que pour les Européens de l'Ouest, si l'on parle par exemple de la 2e division Panzer Das Reich, la division SS allemande Das Reich, c'est la division qui a commis plusieurs massacres, notamment en France, dont le très célèbre massacre d'Oradour-sur-Glane, juste après le débarquement en Normandie. Ce fut la destruction complète d'un village, avec tous ses habitants et tout ce qu'il contenait. En France, cette division est très connue pour cela. Mais un an avant cela, enfin quelques mois avant, la même division se trouvait en Ukraine, aux côtés des Allemands, et elle a libéré Kharkiv des Soviétiques, de l'armée rouge. Et cela montre toute la complexité de la situation, car pour de nombreux Ukrainiens, à cette époque, d'ailleurs une large majorité d'entre eux ont combattu dans la résistance aux côtés des Alliés, il y avait aussi des nationalistes, que nous appellerions aujourd'hui des ultranationalistes, qui luttaient pour l'indépendance de l'Ukraine. Ils ont combattu à la fois contre les Allemands et contre les Soviétiques, et ils ont changé de camp à plusieurs reprises. Il faut le reconnaître. Et bien sûr, lorsque les Allemands ont réussi à vaincre les Soviétiques, notamment à Kharkiv, les nazis sont devenus les héros des nationalistes ukrainiens. Ainsi, les mêmes soldats qui étaient des héros en Ukraine étaient des criminels de guerre en France. Ils sont perçus, bien entendu, de manière très différente par les Français et par les Ukrainiens. Si l'on regarde l'insigne du régiment Azov et tout ce qui l'entoure, il rappelle le symbole qui figurait sur les chars de la 2e division blindée Das Reich, la division SS allemande. On y trouve un insigne très similaire, la forme en N verticale, appelée l'angle du loup.
Le régiment Azov l'utilise avec le N dans le bon sens, tandis que la division Das Reich en avait une version inversée. Mais ce n'est qu'un détail. En essence, ce qu'il est important de comprendre, c'est cette perception double ou ambiguë de l'histoire et de tout ce qui s'y rattache. Et c'est aussi très intéressant quand on en parle, de noter que, par exemple, lorsque Vladimir Poutine évoque ses forces ultranationalistes en Ukraine, il ne dit jamais « nazi », il dit « néo-nazi », ce qui est assez différent sur le plan sémantique. Nazi renvoie à l'idéologie que nous connaissons de la Seconde Guerre mondiale, contre les Juifs et tout cela, tandis que néo-nazi relève probablement davantage d'un comportement, je dirais. C'est plutôt une posture psychologique qu'une posture politique, pour résumer un peu. Certains trouveront peut-être d'autres définitions ou d'autres façons de l'expliquer, mais je pense qu'il existe une différence fondamentale entre les nazis de la Seconde Guerre mondiale et les néo-nazis d'aujourd'hui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la SS n'avait pas tous les tatouages que nous voyons aujourd'hui sur les combattants de la brigade Azov, par exemple. On peut donc constater qu'il y a là quelque chose de très différent. Mais le résultat peut être assez similaire. C'est l'intolérance, c'est le racisme. Et l'on retrouve, disons, beaucoup de conséquences très semblables. Certains comportements sont également très similaires. Néanmoins, ce sont deux choses différentes. Et ce que nous avons aujourd'hui en Ukraine se rapproche davantage du néonazisme que du nazisme. Cela dit, si vous lisez mes livres, vous verrez que j'ai essayé d'étudier ces groupes. Dans mon premier livre, Opération Z, j'ai même établi une sorte de catalogue, si l'on veut, de tous ces groupes internationalistes. Et leur rhétorique est très proche de celle que nous avions pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai. Et encore une fois, certaines personnes peuvent la trouver identique. Je ne souhaite pas en discuter davantage. Mais l'important ici est de comprendre qu'il existe une perception très différente du rôle des Allemands parmi les Ukrainiens. Les Allemands ont accordé, pour la première fois, une forme d'indépendance à la partie occidentale de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant une très courte période, il y a eu cette première Ukraine indépendante, car l'Ukraine n'avait jamais été indépendante auparavant. En réalité, elle n'est indépendante que depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis la fin de 1991. Avant cela, il n'existait pas de pays à proprement parler appelé Ukraine, même si l'Ukraine disposait d'un siège distinct de celui de l'Union soviétique à l'Assemblée générale des Nations unies. Mais cela tenait à d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, cette compréhension ambiguë du nazisme, du néonazisme et de tout qui s'y rattache est pour taposer pour la nakage l'Ukraine l'ujour thisen towards death vidurus. Propos. The resolution proposed by the Russians. But more recently, especially after the beginning of the... Mais plus récemment, surtout après le début de l'opération militaire spéciale, en février 2022, tous les pays européens et occidentaux ont commencé à voter contre. La Suisse a même voté contre à un moment donné, et maintenant elle s'abstient. C'est une autre façon de voter contre, en réalité, simplement une manière plus douce de l'exprimer. Quoi qu'il en soit, la position des pays occidentaux est désormais la même que celle des États-Unis. Ils affirment qu'il s'agit d'une restriction de la liberté de penser et de la liberté d'expression. Mais la véritable motivation derrière ce refus, c'est qu'ils n'accepteront jamais rien venant de la Russie. C'est là tout le problème. Et c'est très intéressant, car je pense que les Russes continuent de proposer cette résolution. Je pense, encore une fois, que personne au sein du gouvernement russe ne me l'a dit, mais je suis sûr que c'est une manière de montrer la contradiction du monde occidental. Et c'est exactement d'ailleurs la phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, surtout depuis le début de l'opération militaire spéciale.
Mais plus nous approchons de la fin du conflit, plus nous voyons qu'il existe une contradiction fondamentale entre les idéaux et les valeurs que nous prétendons défendre en Occident et ce que nous faisons réellement. Car nous prétendons promouvoir les droits de l'homme et tout cela, mais nous bombardons des populations au Moyen-Orient depuis 30 ans sans raison. Nous attaquons des pays sans justification, même contre le vote de l'Assemblée générale de l'ONU ou la décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qui signifie que bien que nous prônions théoriquement le droit international, nous ne le respectons pas. Nous pouvons nous permettre de ne pas respecter le droit international, ce qui est déjà une contradiction, mais il y en a bien d'autres. Nous luttons contre la corruption. Pourtant, le pays que nous aidons en Ukraine est profondément corrompu. Et chaque jour, nous voyons de nouvelles allégations et accusations dans les médias, venant même d'Ukraine elle-même, à propos de la corruption et de tout cela. Ce sont les types de contradictions avec lesquelles nous vivons. Et nous ne sommes même pas cohérents avec nos propres valeurs. Je pense que c'est exactement ce que montre ce vote à l'Assemblée générale. Car, indépendamment de ce que sont ou devraient être nos relations avec la Russie, nous avons cet idéal de combattre les idéologies contraires à la démocratie. Cela devrait aller au-delà de ce que nous pensons de la Russie, mais ce n'est pas le cas. Et cela montre exactement, si vous écoutez Kaja Kallas, écoutez toutes ces personnes, vous voyez que nous sommes incapables d'agir en fonction de ce que nous prétendons défendre. Les valeurs, la démocratie, l'état de droit et tout cela. C'est quelque chose que nous avons perdu. Et encore une fois, ce vote n'est qu'une autre démonstration de notre incapacité à comprendre la démocratie, sans parler de toutes les restrictions croissantes à la liberté d'expression, sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les médias. Si vous exprimez ne serait-ce qu'une légère opinion en faveur de la Russie, vous serez totalement exclu des médias traditionnels et de tout cela. Tout cela est exactement ce contre quoi nous nous sommes battus pendant la guerre froide. Et nous sommes encore plus mal lotis aujourd'hui. Parce que, permettez-moi de vous le rappeler, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Pendant la guerre froide, on pouvait acheter la Pravda, la Literaturnaya Gazeta, la Komsomolskaya Pravda, et ainsi de suite, dans les kiosques en Europe. Il n'y avait aucune restriction sur la presse soviétique, même si elle était communiste. Mais le fait est que nous étions convaincus d'avoir le meilleur système. Nous étions convaincus d'avoir les meilleures lois, les meilleures valeurs. Il y avait une sorte d'approche darwinienne de l'information, si l'on peut dire. Nous étions tellement convaincus d'être sur la bonne voie que nous n'avions même pas besoin d'interdire d'autres idées, d'autres informations, d'autres médias et tout cela. Le problème aujourd'hui, c'est que parce que nous avons tant enfreint le droit international et ainsi de suite, nous avons perdu cette confiance en nous. Nous ne sommes plus sûrs d'être sur la bonne voie et nous ressentons donc le besoin de protéger ce que nous disons et de restreindre la liberté d'expression. Je pense que tout ce que nous voyons aujourd'hui en matière de limite à la liberté d'expression, de limite à la liberté de la presse et ainsi de suite, n'est rien d'autre que l'expression de notre incapacité à être, disons, confiants dans ce que nous pensons. C'est l'expression du doute dans lequel vit notre société. C'est une société qui n'a plus la confiance d'être sur la bonne voie. Nous savons que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Nous prenons des décisions, tous les dirigeants en prennent, qui mènent à des conséquences économiques catastrophiques, à plus de chômage, à plus de division dans le monde. Nous ne sommes plus dans un état d'esprit cherchant à comprendre les autres. Nous construisons des murs au lieu de ponts. Et ce genre d'incertitude, ce genre d'insatisfaction, cette incapacité à dialoguer avec les autres
nous amène en réalité à penser que nous devons nous protéger autrement. Nous ne pouvons pas tenir pour acquis que simplement parce que nous avons les meilleures valeurs, nos informations seront automatiquement meilleures que celles des autres. Ce n'est pas que nous n'ayons pas les meilleures valeurs, du moins dans nos esprits, mais ce ne sont pas celles que nous appliquons réellement. Par conséquent, nous ressentons le besoin d'être plus protectionnistes à propos de la liberté d'expression. Ainsi, cette restriction, cette abolition de la liberté d'expression est en réalité une manifestation de faiblesse, non de force. Tout ce que nous faisons, lorsque nous n'avons pas le courage de voter en faveur d'une résolution comme celle que vous avez mentionnée précédemment, est une expression de notre faiblesse. Si nous étions assez forts, si nous avions confiance en nous, nous pourrions facilement dire que nous sommes d'accord. Mais nous n'avons plus confiance en nous, et c'est pourquoi nous ressentons le besoin de nous protéger. Nous devons créer une certaine distance entre nous et, disons, le reste du monde, dans un certain sens. Et la carte que vous avez montrée illustre exactement, d'ailleurs, la division que nous avons également sur le plan économique. L'émergence des BRICS, l'émergence de toutes ces structures alternatives, l'Organisation de coopération de Shanghai, par exemple. Tous ces forums alternatifs occupent désormais davantage d'espace sur la scène politique en général. Et cela reflète exactement ce que montre la carte. Vous voyez donc, mes amis, si vous voulez, nous sommes incohérents, mais le monde, lui, ne l'est pas. Le monde est cohérent dans sa compréhension du fait que l'Occident est incohérent. Et c'est un peu la conclusion que l'on peut tirer de cet épisode, ce qui est d'ailleurs triste. Carl, penses-tu qu'il y ait actuellement une différence en Ukraine entre les États-Unis et les Européens? Parce que d'un côté, on voit Donald Trump, malgré toute la rhétorique qui sort chaque jour de son administration, il semble, après tout, qu'ils ne veulent pas de la guerre en Ukraine. Ils essayent de faire porter tout le fardeau aux Européens. D'un autre côté, on ne voit pas beaucoup de réticence de la part des Européens à dire « Non, nous ne voulons pas de cela ». Il y a du soutien dans le cas de l'Ukraine. Le ministre français des Affaires étrangères a admis que le prêt sans intérêt de 140 milliards à l'Ukraine, que l'UEPOE prévoit d'accorder en utilisant les avoirs russes gelés, ne sera pas remboursé par Kiev. C'est énorme s'ils vont dans cette direction. Et Macron parle d'un contrat de 10 ans, une sorte d'accord entre la France et l'Ukraine pour soutenir l'Ukraine. Pense-t-il vraiment à poursuivre le conflit en Ukraine avec cette attitude? Eh bien, il y a différents aspects à votre question. Tout d'abord, je ne ferai pas trop confiance à la parole des Français. C'est le premier point. Macron est connu pour ses revirements, donc il pourrait changer d'avis demain. Je n'y accorde pas trop d'importance. Quand on parle de ces avoirs gelés et de tout cela, la présidente d'Euroclear, Valérie Urbain, a récemment déclaré qu'elle était prête à aller en justice si l'Union européenne décidait d'utiliser ces avoirs. On voit donc qu'au sein même de l'Europe, on en est arrivé à un point où les idéologues qui dirigent l'Europe, en particulier au sein de la Commission européenne, commencent à être confrontés à ceux qui adoptent une approche plus réaliste. Car, au bout du compte, lorsqu'il s'agit d'Euroclear, par exemple, et c'est une position similaire à celle du Premier ministre belge, si ces avoirs gelés sont confisqués, ce qui est contraire au droit international, cela pourrait avoir des conséquences économiques. Et donc, il se peut que vous ne vouliez pas vous engager dans des actions qui pourraient mener à une catastrophe. Nous sommes maintenant dans une situation où ceux qui sont plus réalistes commencent à dire aux autres « Eh bien, arrêtez maintenant. Nous devons fixer des limites au jeu. Sinon, nous n'irons nulle part et nous finirons ruinés sans même le vouloir, et pour rien. » Nous avons donc encore aux commandes
Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz et d'autres. Des dirigeants incapables de revenir sur leurs propos et qui continueront donc à adopter cette approche sans marche arrière dans le conflit. Carole, désolé de t'interrompre. Il ne s'agit pas seulement de la France. Nous avons appris que l'Allemagne prévoit de dépenser 100 millions d'euros pour des drones. Oui, non. Je sais. Mais c'est fondamentalement le même problème. Le fait est qu'en Europe, on a des élites politiques incapables de réfléchir de manière rationnelle aux problèmes et incapables de faire marche arrière si l'on veut. C'est là le problème. Les États-Unis ont un avantage, d'une certaine manière, en raison du changement de présidence plus tôt cette année. Cela a permis à Trump de dire « c'était la guerre de l'administration précédente, pas la mienne ». Il n'a donc pas besoin de revenir sur ce qui a été dit auparavant. Il peut simplement dire « eh bien, ce n'est pas ma guerre ». Il est donc dans une position plus confortable pour modifier l'orientation de la politique étrangère américaine, si je puis dire. Car bien sûr, il peut rejeter la faute sur l'administration précédente. C'est probablement la raison pour laquelle aujourd'hui, les États-Unis, au-delà de toute la question MAGA et de tout cela, et de ce financement insensé et sans fin du conflit que les États-Unis ont soutenu jusqu'à présent, réalisent maintenant que c'est un gouffre sans fond dans lequel on verse de l'argent sans aucun retour. Par conséquent, il vaut mieux arrêter. Et si d'autres veulent continuer, eh bien, que les Européens le fassent. Mais pour nous, il faut économiser de l'argent. Il n'est pas nécessaire d'investir davantage dans quelque chose qui, au final, n'aura aucun effet. Ainsi, les États-Unis se trouvent aujourd'hui dans une position plus confortable, et pour cette raison, cela les aide à assumer ce rôle inattendu de médiateur dans le conflit. Et c'est exactement ce que nous voulons dire lorsque nous disons « c'est la guerre de Biden et la paix de Trump ». C'est précisément cette idée. Le problème, c'est qu'en Europe, personne ne semble avoir assez de courage ou de bon sens, ou les deux, pour se rendre compte que nous nous engageons dans quelque chose qui n'a pas de fin, quelque chose dont nous ne pouvons même pas clairement définir l'objectif. Mais ce qui est certain, c'est que quel que soit le résultat de ce conflit, toutes les conséquences négatives seront supportées par les Ukrainiens. C'est la société ukrainienne qui souffrira de cette guerre. Et quand on entend récemment Kaja Kallas dire que la guerre en Ukraine est une bonne affaire pour obtenir une victoire contre la Russie, c'est exactement la même logique qu'il y a quelques années. Il y avait des gens, je crois que c'était Richard Blumenthal ou peut-être Lindsey Graham, l'un des deux, qui disaient que soutenir l'Ukraine contre la Russie est une bonne idée parce que cela permet d'épargner des vies américaines. En d'autres termes, les Ukrainiens meurent pour nous. En fait, c'était aussi Lindsey Graham. Lindsey Graham avec Blumenthal. C'était probablement les deux, je ne m'en souviens plus. En tout cas, c'était l'idée, vous voyez. C'est donc une approche assez cynique du conflit. Dire, eh bien, nous les soutenons, ainsi ils meurent et nous n'avons pas à le faire. Et le résultat, c'est que nous combattons la Russie, mais nous ne dépensons que quelques dollars. Très bien. Et eux, ils y laissent leur vie. C'est tellement cynique, tellement inhumain dans sa logique. Je veux dire, c'est extrêmement troublant quand on y réfléchit. Et Kaja Kallas dit maintenant la même chose en utilisant l'Ukraine comme un bon argument. Colonel, la semaine dernière encore, Lindsey Graham disait au peuple américain « Nous tuons les bonnes personnes et nous baissons les impôts. Que voulez-vous de plus que nous fassions ?» C'est exactement cela. Vous voyez, il y a ces gens confortablement installés dans leur bureau qui décident qu'il doit y avoir une guerre
et que d'autres doivent mourir au nom d'une idée fragile de victoire contre la Russie. D'ailleurs, une victoire que personne n'a été capable de définir. Victoire ou défaite, je veux dire victoire contre la Russie ou défaite de la Russie, nous ne savons même pas ce que cela signifie. Comment mesurer cela? Comment le définir? Ainsi, sans aucune définition claire, nous sacrifions des vies ukrainiennes pour quelque chose dont nous ne savons même pas exactement ce qu'il s'agit. Si l'on regarde l'ensemble du processus, c'est extrêmement troublant, comme je l'ai dit, et en même temps extrêmement cynique. Et c'est probablement ce que les Ukrainiens commencent à réaliser, que nous utilisons en réalité leur vie pour un objectif politique obscur. Political objective, and it's totally immoral, if you want. C'est totalement immoral, si vous voulez. Le problème, c'est que ce conflit aurait pu avoir une solution politique avant l'intervention russe de février 2022, mais personne n'a voulu la mettre en œuvre. Et nous savons que c'était délibéré. Nous savons que ceux qui étaient chargés de l'appliquer ou de conseiller ceux qui devaient le faire ont tous refusé de mettre en œuvre l'accord politique. Nous avons donc créé une situation où, au final, seule la force pouvait la résoudre, et à un coût très élevé, car rien n'est plus précieux que la vie humaine. Et nous avons laissé faire cela. Et non seulement nous l'avons laissé faire, mais nous le voulions, parce que nous voulions une victoire, ou une sorte de victoire, contre la Russie. Et maintenant, cela échoue. Ainsi, nous redoublons d'efforts dans l'échec. Mais ceux qui en paient le prix, ce sont les Ukrainiens. Et bien sûr, nous sommes exactement dans la même dynamique que celle dont nous avons déjà parlé. Car nous voulons que les Ukrainiens sacrifient à nouveau leur vie pour une sorte de défaite insaisissable de la Russie. Nous devons mentir sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Dire que les Russes ont plus de pertes, qu'ils souffrent davantage que les Ukrainiens, et ainsi de suite. Je ne suis pas en mesure, et je pense que personne ne l'est factuellement, de donner des chiffres précis sur les pertes humaines comme matérielles que les deux camps ont subies. Mais nous savons, quel que soit le rapport ou tout autre facteur, que les Ukrainiens paient un prix plus lourd que les Russes. C'est absolument clair. Cela signifie donc que même si nous déclarons que les Ukrainiens sont nos amis, nous continuons à utiliser leur vie pour atteindre une sorte d'objectif obscur que nous n'avons pas encore réussi à définir. Ainsi, si l'on voit les choses sous cet angle, cela explique pourquoi nous avons désormais besoin de restrictions à la liberté d'expression, des restrictions dans les médias. Car si l'on commence à dire la vérité, on se retrouve dans une situation déséquilibrée par rapport à sa propre position, comme vous venez de le dire. Et c'est pour cela que c'est intéressant d'ailleurs, car lorsque j'ai écrit mes livres, j'ai consulté diverses sources médiatiques et tout cela. Et j'ai toujours remarqué que les médias ukrainiens, même si parce que c'est le temps de guerre pour eux et que l'on peut comprendre que les médias soient très contrôlés en Ukraine, ce qui est, à mon avis, tout à fait compréhensible en situation de guerre, reste néanmoins sous un contrôle strict. Mais néanmoins, les journalistes ukrainiens sont plus critiques à propos du conflit que ne le sont les journalistes occidentaux ou européens. Et cela en dit long. Cela signifie que le poids de la propagande et de la désinformation est encore plus fort en Occident qu'en Ukraine elle-même. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous faisons tout pour détourner l'usage de l'Ukraine. Nous n'écoutons même pas lorsque, par exemple, on observe la bataille de Pokrovsk et tout ce qui s'y rapporte. En Occident, on trouve encore des chaînes de télévision, notamment en France, qui affirment que tous les succès russes dans cette région ne sont que de la propagande, que ce sont en réalité les Ukrainiens qui gagnent. C'est complètement fou. Je veux dire, c'est totalement insensé. Mais en Ukraine même,
Les gens savent ce qu'est la vérité, et ils la disent. Donc, lorsque nous refusons même aux Ukrainiens le droit de nous dire la vérité, cela signifie que nous utilisons clairement l'Ukraine à mauvais escient pour des objectifs obscurs qui nous sont propres. C'est extrêmement, c'est au-delà de l'inquiétant, pour être honnête. Parce que cela montre que nous avons décidé que la lutte contre la Russie, ou même pas vraiment contre la Russie, mais contre Vladimir Poutine, car au bout du compte, tout se résume à une seule personne. Le prix de cela sera la vie de tous les Ukrainiens prêts à le faire. Je suis d'ailleurs très surpris que les Ukrainiens commencent probablement à réagir à cela. Je sais que certaines personnes ont réagi. Et lorsque j'ai écrit ce livre sur les guerres secrètes en Ukraine, j'ai remarqué que beaucoup d'Ukrainiens sont devenus extrêmement critiques à ce sujet, parce qu'ils le voient, ils le savent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont quelqu'un dans leur famille ou des proches qui connaissent la réalité sur le terrain parce qu'ils vivent dans la partie orientale du pays. Certaines personnes sont mortes ou ont été mutilées pendant les combats, et donc elles connaissent la vérité. Et elles connaissent le prix que le gouvernement leur demande de payer. Elles connaissent aussi le prix que les Européens leur demandent de payer. Et lorsqu'elles essaient même de vendre des produits à l'Europe, comme des céréales ou d'autres choses de ce genre, l'Europe refuse, parce que les prix proposés par les Ukrainiens sont trop bas pour les Européens. Ainsi, nous voyons que nous exploitons clairement et totalement les Ukrainiens. Et cela, à mon avis, jette une lumière très très sombre sur notre compréhension. Nous essayons de dire que lorsque nous soutenons l'Ukraine et que nous nous opposons à la Russie, c'est au nom de la liberté et de tout le reste. Je pense que c'est tout le contraire, car tout ce que nous faisons montre que nous manquons totalement de respect envers les Ukrainiens. D'ailleurs, nous n'avons pas plus de respect pour les Russes. Et comme je l'ai souvent dit, à cause de mes cheveux blancs, vous pouvez voir que j'ai été un combattant de la guerre froide. Mais pendant la guerre froide, nous ne nous battions pas contre les Russes, ni contre les Polonais, ni contre les Tchèques. Nous combattions un système. Nous nous battions pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On peut en débattre. Mais tout l'objectif de la guerre froide était de lutter contre un système. Dans la partie orientale de l'Europe, ils combattaient l'impérialisme capitaliste, on peut l'appeler autrement, et nous combattions le communisme, le marxisme et tout cela. Que ce fût juste ou non, on peut en discuter. Mais le fait est que nous ne visions pas des individus. Nous combattions un système, pas des personnes. Aujourd'hui, lorsque nous interdisons aux Russes de nous rendre visite, alors que pendant la guerre froide, nous invitions les Soviétiques à venir voir comment était l'Occident, cela montre qu'à l'époque, nous avions confiance en notre supériorité. Et cela constituerait une propagande positive que les visiteurs rapporteraient dans leur propre pays. Aujourd'hui, nous ne sommes même plus sûrs de cela. Alors nous restreignons les visas. Nous voulons les empêcher de voir qui nous sommes, probablement parce que nous ne sommes pas si bons que ça. Il y a là beaucoup de choses à réfléchir, même sur le plan philosophique, car cela va complètement à l'encontre des principes que nous avions pendant la guerre froide. Aujourd'hui, nous voyons que nous visons des individus, ce que nous ne faisions jamais à l'époque. Nous essayons d'individualiser, de personnaliser, si l'on peut dire, la guerre. Nous voulons que chaque citoyen russe soit perçu comme responsable de celle-ci. C'est quelque chose que nous n'avons jamais fait pendant la guerre froide. Donc cette compréhension de la guerre que nous avons aujourd'hui, je pense qu'elle montre le déséquilibre de notre propre société. Cette incapacité à juger les choses sur la base des faits. Cette incapacité à avoir une vision équilibrée des problèmes. Et cela s'applique à tous les types de problèmes.
Je veux dire, nous avons déjà parlé sur votre chaîne de l'Iran, de la Palestine et de tout cela. Et chaque fois que nous parlons de ces conflits, nous voyons une lecture très polarisée. Il y a toujours un gentil et un méchant. Et bien sûr, nous sommes toujours les gentils. Mais alors le méchant est tellement mauvais que tout devient permis. On peut tout se permettre. On peut même aller au-delà du droit international, parce que la personne est perçue comme tellement mauvaise que l'on se sent justifié de tout faire contre elle. Ce genre de vision exclut toute nuance ou demi-teinte. Tout devient noir ou blanc. Et dans notre société, c'est quelque chose que l'on observe aussi. Bien sûr, ici nous parlons de géopolitique, de la Russie, de ces questions-là. Mais si l'on regarde notre propre société, on voit exactement la même chose. On ne peut pas critiquer les gens, pas même leur comportement. Parce que si la personne que vous critiquez a une couleur de peau différente, on vous accusera de toute autre chose. Même si, selon ton jugement, la couleur de peau ne joue aucun rôle, tu seras quand même jugé. Tout est perçu en noir et blanc. Il n'y a aucune nuance là-dedans. On le voit à tous les niveaux de la société. Et cela conduit à cette absence de compromis, à ce manque de recherche du juste équilibre dans les choses. On exclut les gens. On ne cherche pas à négocier. On ne cherche pas à ouvrir un dialogue. On ne cherche pas à comprendre. On exclut simplement quiconque ne pense pas comme soi. En fait, ici en Occident, et c'est particulièrement vrai en Europe, nous réinventons certaines formes de fascisme et tout ce qui va avec. Certaines personnes ont dit que nous sommes désormais dans une phase où, malgré nos prétentions à défendre toutes ces valeurs nobles que nous avons adoptées après la Seconde Guerre mondiale, nous ne les respectons plus réellement. Nous critiquons la Russie, mais lorsqu'il s'agit de Palestiniens tués délibérément, lorsque nous voyons des enfants tués par passe-temps, comme cela a même été rapporté dans la presse israélienne, avec des gens admettant avoir tué des enfants pour s'amuser, personne en Occident ne le condamne. Personne en Occident n'en parle même. Nous avons donc ce deux poids, deux mesures. Nous appliquons les lois à certains, mais pas à d'autres. Nous sommes les bons, donc nous pouvons décider qui doit vivre et qui doit mourir. Les autres, bien sûr, n'ont pas ce luxe. C'est exactement ce que nous avons fait au cours des 30 dernières années. Je veux dire, je n'ai jamais vu quelqu'un capable d'expliquer ou de définir clairement quels étaient les objectifs de toutes ces guerres que nous avons menées. Pourquoi avons-nous bouleversé tant de sociétés? Et aujourd'hui, c'est là que ça devient intéressant. Parce que nous avons mené ces guerres sans objectif, sans aucune considération pour la vie humaine, simplement parce que nous avions les armes les plus puissantes. Nous pouvions détruire des gens, les tuer, sans en payer le prix fort, si l'on peut dire. Et maintenant, nous en payons le prix. Nous en payons le prix aujourd'hui parce que nous avons rendu ces sociétés invivables. Je veux dire, on ne peut plus y vivre, nous les avons détruites. Alors que font les gens? Logiquement, ils essaient de survivre. Ils ont besoin de travail, ils ont besoin de vivre, alors ils viennent dans nos pays. Cela fait partie de cette immigration que nous ne pouvons plus contrôler. Nous avons détruit ces sociétés. Et maintenant, comme elles ne peuvent plus fonctionner, les gens viennent chez nous. Et nous avons désormais un problème avec eux. Cela montre une incompréhension totale des conséquences de nos actes. Comme on dit en français, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Nous abordons toujours les problèmes uniquement à court terme. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de profondément défaillant dans le leadership en Europe. Car quand on y regarde de plus près, il ne s'agit pas seulement du leadership, mais aussi des alternatives. Quand on voit par exemple Kemi Badenoch,
la chef du Parti conservateur au Royaume-Uni, déclarait que ce que font l'Ukraine et Israël, c'est qu'ils font notre travail dans la région. Et quand on entend, après l'attaque israélienne contre l'Iran, des gens dire que les Israéliens font leur travail. Qu'est-ce que l'Allemagne a contre l'Iran? Quel est le problème entre l'Iran et l'Allemagne? Je ne vois rien de tout cela, mais il semble que dans leur esprit, il y ait une sorte de stratégie, une sorte d'idéologie, une sorte d'état d'esprit. Je ne sais pas si c'est vraiment une stratégie. C'est possible. Je ne sais pas si l'on peut relier cela aux États-Unis, à l'état profond aux États-Unis. Mais ils ont une idéologie qu'ils veulent réaliser. Je ne sais pas en quoi consiste cette idéologie. Comprenez-vous ce qui se cache derrière ces déclarations étranges des dirigeants européens, non seulement ceux au pouvoir, mais aussi les alternatives en Europe? Eh bien, l'ancien Premier ministre français, Rocard, disait souvent « Il ne faut jamais sous-estimer la stupidité ». Et je pense que nous sommes exactement dans ce genre de situation. Mais cela va au-delà de cela. Vous avez parfaitement raison de le dire. Nous sommes également confrontés à quelque chose qui dépasse la politique conventionnelle. Nous observons le même comportement à droite et à gauche lorsque nous regardons les partis politiques. Il y a la même forme d'irrationalité des deux côtés du spectre politique. Et cela m'inquiète, car cela signifie que quelle que soit l'idéologie, il se passe quelque chose de plus profond, et les gens ne sont plus à la hauteur. Ce ne sont plus des personnes de véritable caractère. Je veux dire, ces individus que nous avions autrefois en Europe comme dirigeants, tels que Charles de Gaulle en France ou Konrad Adenauer en Allemagne. Je veux dire, il y avait beaucoup de ces gens-là, surtout dans les années 1960, des personnes qui avaient combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient l'expérience de la guerre, qui savaient ce que signifie la guerre, qui comprenaient ce que signifie le dialogue d'ailleurs. C'est aussi important, car quand on a fait la guerre, on connaît la valeur de la paix. Donc dans les années 1960, en Europe et dans le monde entier, il y avait beaucoup de gens très sages. De plus, dans les guerres postcoloniales et tout cela, beaucoup de personnes sages ont émergé. Des gens porteurs de grandes idées, qui voulaient construire des États, bâtir des nations, qui avaient de grandes ambitions pour leur pays. Et ils comprenaient que, pour réaliser ces ambitions, il fallait une certaine forme de stabilité. Et la stabilité signifie qu'il faut être capable de parler aux autres, de se comprendre, d'avoir un dialogue. Même si l'on n'accepte pas les idées de l'autre, on peut tout de même vouloir lui parler. Ainsi, par la suite, il s'agissait de maintenir une relation au-delà de la simple idéologie ou des opinions politiques, parce que nous partageons un héritage humain commun, si l'on peut dire. Et cette idée était, je pense, très forte chez beaucoup de nos dirigeants. Mais quand on parle des dirigeants des années 1960 ou 1970, juste après la période de guerre en Europe, ce sont les personnalités auxquelles tout le monde se réfère aujourd'hui. Mais nous n'avons plus ces personnes-là. Surtout en Europe, probablement que c'est moins évident aux États-Unis, mais en Europe, quand on parle d'un président français, ou du chancelier allemand, ou du premier ministre britannique, tout le monde dit « Ah, mais nous avons eu celui-là, et celui-ci était… » Aujourd'hui, nous n'avons plus ces personnes-là. Nous avons des bureaucrates sans grandes idées, peu instruits, à l'intelligence limitée, incapables de comprendre le monde, qui ne peuvent que s'en tenir à leurs croyances, au lieu d'adopter une approche consciente et intelligente. Et par conséquent, ils doivent s'en tenir à des slogans. Si vous écoutez Friedrich Merz, c'est exactement cela. Et toutes les leçons que nous avons tirées après la Seconde Guerre mondiale, à savoir l'importance de l'état de droit,
l'importance du droit international. Le droit international comme point de référence pour le dialogue international, mais aussi pour le dialogue national, ont été oubliés. Toutes ces leçons ont été complètement oubliées, car nous ne pouvons plus nous permettre de les suivre. Nous avons tellement tort qu'aujourd'hui, nous devons même renier ces leçons. Et c'est tragique, car cela montre que nous pourrions... Je suis convaincu que nous ne nous dirigeons pas vers une troisième guerre mondiale. J'espère encore que quelque chose nous arrêtera avant cela. Mais néanmoins, nous avançons dans une direction qui mène à plus de tensions, non à l'apaisement. Et souvenez-vous de ce qu'Ursula von der Leyen elle-même a dit dans son discours sur l'état de l'Union en septembre 2022. Pas d'apaisement, pas de négociation. Et encore une fois, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, si nous étions Ukrainiens, si j'étais Ukrainien, je me battrais certainement, et je me battrais contre les Russes tout comme les Russes se battent contre les Ukrainiens. Parce que pour une raison ou une autre, on se bat pour son pays, on essaye de faire de son mieux parce que c'est son pays, et on n'est pas en position de remodeler le monde, même si on le souhaite. Alors on se bat. Le problème, c'est quand on est en dehors du conflit, quand on est un observateur, quand on a le luxe d'être à l'extérieur. Je veux dire, en tant que spectateur, comment peut-on être impliqué en tant qu'acteur? Et c'est quelque chose que je ne parviens tout simplement pas à comprendre du côté de l'Union européenne. Mais pas seulement cela. Le même raisonnement s'applique à mon pays, la Suisse, qui a réussi pendant la Seconde Guerre mondiale à rester en dehors du conflit tout en aidant les Alliés. Elle a réussi à se tenir à l'écart de la guerre et à aider les gens autant qu'elle le pouvait, ce qui n'était sans doute pas très spectaculaire, mais au moins elle a essayé. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Nous sommes un acteur du conflit, et cela semble complètement absent du débat. Nous devrions utiliser le fait que nous ne sommes pas directement impliqués pour aider ceux qui se battent à trouver une autre manière de résoudre leur conflit. Ils se battent, d'accord, c'est la guerre. Donc il y a des échanges d'artillerie et des gens qui se tirent dessus, d'accord. Mais à part cela, ils sont probablement en coulisses. Nous pourrions passer par la diplomatie. Nous pourrions travailler à ouvrir un dialogue, à établir des relations, à essayer de voir où nous pourrions arrondir les angles, adoucir la relation. Mais non, nous ne faisons pas cela. Au contraire, nous essayons de rendre plus difficile la tenue de nouvelles discussions. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, quand Trump, encore une fois, je veux dire, je suis un critique très virulent de Trump. Mais pour cette raison, dans ce cas, pour l'Ukraine, au moins il a essayé quelque chose. Au moins il a tenté d'ouvrir un dialogue. Au moins cela. Je ne suis pas sûr que ce fut très réussi, mais au moins il a essayé. Et essayer, c'est déjà quelque chose, car comme on dit en français, le premier pas est le plus important. Et il a essayé. Je pense qu'il pourrait faire mieux. Il peut probablement faire mieux. C'est quelque chose que l'avenir nous dira. Mais en tout cas, le problème, c'est que les Européens ont même essayé de rendre ce premier pas plus difficile pour Donald Trump. Et c'est très inquiétant. Au lieu de saisir l'occasion de s'engager avec les États-Unis dans la même direction, de développer une sorte de nouveau canal de communication avec les Russes, au moins pour garder un canal de communication ouvert au cas où l'on voudrait engager un dialogue. Mais non, personne ne l'a fait. Au contraire, nous avons réussi à imposer davantage de sanctions, essayant de rendre le mur encore plus haut entre nous et la Russie. D'ailleurs, c'est exactement ce que quelqu'un a dit. Je crois que c'était probablement Eisenhower, non, pardon, Kissinger,
Qui a dit cela à propos de ce qui s'est passé en 2014 lorsque nous avons eu cette première confrontation entre l'Occident et la Russie? Et bien sûr, tout cela reposait sur les discussions concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'UMRWorld et des choses de ce genre. Puis Kissinger a dit que plutôt que d'utiliser l'Ukraine comme un pont entre l'Europe et la Russie, nous avions utilisé l'Ukraine comme un mur. Et c'est très vrai. Depuis ce moment-là, nous avons utilisé l'Ukraine comme une sorte de tranchée ou de mur, ou peu importe, qui nous sépare de la Russie, au lieu de l'utiliser comme un pont. Je pense que c'est vraiment dommage de la part des Européens de ne pas avoir compris cela, pour des raisons qui tiennent à l'état d'esprit de certaines personnes. Quand on écoute des gens comme Friedrich Merz, Ursula von der Leyen ou Kaja Kallas, on voit que le problème qu'ils ont avec la Russie dépasse la rationalité. Et si l'on regarde leur histoire familiale, on peut peut-être y trouver certaines racines de leur haine envers les Russes. Ce n'est donc plus un comportement rationnel. C'est un comportement influencé par l'éducation, par les relations qu'ils ont eues au sein de leur famille, et tout cela. Et maintenant, cela se traduit par une position plus conflictuelle à l'égard de la Russie. Je viens d'une famille qui faisait autrefois la guerre. Je veux dire, j'ai mon arrière-arrière-arrière-oncle qui a combattu les Russes, un général de l'armée napoléonienne, et il s'est battu contre eux pendant les guerres napoléoniennes. Ma famille a également combattu les Allemands pendant la Première Guerre mondiale et dans la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais je n'ai jamais été élevé dans ma famille à haïr les Russes ou à haïr les Allemands. Au contraire, nous avons essayé de développer, une culture familiale visant à comprendre l'autre, à comprendre son adversaire, non pas à le confronter. Voilà. Oui. Je pense, Karl, que ton point principal est très important. Tu sais, au lieu de construire des barrières ou des obstacles, il faut construire des ponts. Et l'Occident, la politique en Occident consiste à isoler d'autres pays au lieu de construire des ponts. Je suis d'accord. C'est tout, et c'est extrêmement triste. Oui. Je comprends tout à fait, Karl. Merci beaucoup, Karl. C'est toujours un grand plaisir. J'apprends énormément grâce à toi. Tu fais d'excellents points pendant ces podcasts. Et c'est tellement important pour l'avenir de cette planète et pour le travail que nous voulons accomplir pour les prochaines générations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.